Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue. Merci de nous suivre dans cette web-série que nous menons en compagnie de Philippe Lambert, eurodéputé. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est déjà notre troisième séance et vous êtes donc eurodéputé, écologiste et aujourd'hui l'un des problèmes qui se pose le plus, en tout cas qui est mis le plus en avant dans notre société, c'est ce qu'on appelle la crise migratoire. Qu'est-ce qu'un écologiste qui est censé s'occuper de l'environnement, de la préservation de la planète peut bien avoir à faire avec la crise migratoire? Et d'abord, est-ce que c'est vraiment une crise? Que pensez-vous de ce terme? D'abord, oui, c'est une crise migratoire parce que, selon les statistiques du Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, on n'a jamais eu autant de réfugiés, en tout cas dans le monde aujourd'hui. Ça, c'est sur l'aspect des personnes qui correspondent à la définition de réfugiés, mais c'est clair que l'humanité a toujours eu la bougeotte, et de ce point de vue-là, c'est un phénomène tout à fait naturel. D'ailleurs, nous ne serions pas ici si des humains nés dans la vallée du Rift, dans ce qui est aujourd'hui le Kenya, la Tanzanie, n'avaient pas migré. Je veux dire, l'humanité est un phénomène migratoire d'abord, mais c'est clair qu'il a pris une ampleur particulière avec une combinaison de facteurs qui groupe aussi bien des conflits armés que des dictatures, des persécutions, le changement climatique, l'épuisement des ressources, les déséquilibres macroéconomiques dans le monde aussi, fait que un certain nombre de nos congénères sont dans une situation où il n'est plus possible de vivre là où ils sont et donc cherchent une vie meilleure ailleurs. Je sais que dans le débat politique, on dit souvent « si vous fuyez la guerre, vous êtes un réfugié ». Mais si vous quittez le Sénégal parce qu'il n'y a plus de poissons à pêcher, vous cherchez une vie meilleure. Comme si c'était un crime de chercher une vie meilleure. En fait, c'est le propre de l'être humain. J'entends souvent Bart de Wever en Belgique utiliser ce genre de langage qui semble être passé dans les mœurs, mais en réalité, il est naturel que des êtres humains cherchent une vie meilleure. Ceci étant, vous dites qu'est-ce qu'un écolo a à voir avec ça ? Mais qu'est-ce que c'est l'écologie politique, fondamentalement? Je vous le disais lors d'une émission précédente, c'est vouloir une société plus juste, plus durable et plus démocratique. Au risque d'être un peu provoquant, la planète ne m'intéresse pas. Autrement dit, des belles planètes, il y en a des milliards dans l'univers. Simplement, cette planète est la nôtre. C'est la maison de l'humanité. Ce qui fait la valeur de la planète aux yeux des écolos, ce n'est pas la planète. Parce qu'à la limite, si on voulait la protéger, peut-être que la première chose à faire serait d'éliminer l'humanité pour éviter les destructions qu'elle cause à la planète. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de préserver notre maison commune. C'est de ça qu'il s'agit. En fait, ce qui est premier dans l'écologie politique, c'est ce qui est écrit dans l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Tous les êtres humains sont nés libres, égaux en droit et en dignité. Ça, c'est ce que dit la première partie de l'article 1, mais en fait, c'est ça qui est notre moteur en politique. Comment assurer la possibilité d'une vie digne pour tous les êtres humains, c'est-à-dire ceux qui vivent ici et ceux qui vivent ailleurs, et ceux qui vivent aujourd'hui comme ceux qui vivent demain. Donc ça, c'est la définition presque du projet de l'écologie politique. C'est l'affirmation d'une égale dignité de tous les êtres humains et donc la mise en œuvre de tous les moyens possibles pour garantir la possibilité d'une vie digne à tous. Et donc ça inclut évidemment toutes celles et ceux qui, là où ils vivent aujourd'hui, sont placés dans des situations impossibles. Alors, vous vous rappelez cette phrase qui a été souvent citée de Michel Rocard, « L'Europe ne peut pas accueillir toute la misère du monde », mais il continue en disant « elle doit en prendre sa juste part ». Personne ne demande à l'Union européenne d'accueillir tous les migrants du monde entier. La plupart des migrants, en fait, sont accueillis dans des pays voisins, dans des régions voisines de leur région d'origine. Si vous regardez, par exemple, les réfugiés de la guerre en Syrie, ils sont principalement hébergés dans les pays voisins de la Syrie, à savoir la Jordanie, le Liban, la Turquie, et très peu en Europe, très peu en Europe. Si vous regardez les réfugiés des guerres dans la région des Grands Lacs en Afrique centrale, c'est d'abord des réfugiés intérieurs. Ils se déplacent à l'intérieur du Congo, ou ils se déplacent dans les pays voisins, en Tanzanie, au Soudan, ou ils sont réfugiés du Soudan au Congo, bref. On ne demande pas à l'Europe d'accueillir tout le monde. La question n'est pas là. Simplement, est-il normal que l'Europe, avec un revenu par habitant de l'ordre de 30 000 $ par an, accueille aujourd'hui, en tout cas en termes de réfugiés, 2 réfugiés pour 1000 habitants, quand à l'autre extrême, vous avez le Liban,
qui a un revenu par habitant bien inférieur au tiers du revenu des Européens, en accueille 252 pour 1000. 252, 2. Est-ce que l'Europe ne peut pas faire un peu mieux? Un peu mieux. Si l'Europe faisait 10 fois plus que ce qu'elle fait aujourd'hui, elle n'accueillerait toujours que des réfugiés qu'à hauteur de 2% de sa population, c'est-à-dire 2 réfugiés pour 100 habitants. Moi, je connais des endroits, je pense évidemment aux villages autour de la communauté de Thésée en France, où, grosso modo, des villages qui représentent à peu près 1 millier d'habitants accueillent plus de 25 réfugiés, c'est 2,5%. Et ça demande des efforts. Ça, il ne faut pas non plus imaginer que tout ça se passe tout le temps dans la joie et la bonne humeur et sans effort. Non, ça demande un véritable engagement et un véritable effort, mais c'est possible, c'est tout à fait possible. Et c'est là de nouveau qu'on voit la différence d'approche entre les partis nationaux populistes qui utilisent les inquiétudes légitimes de nos concitoyens par rapport aux défis migratoires, parce que c'est un défi, ça il faut pas le nier, mais ils les alimentent, et les alimentent en faisant croire qu'en fait c'est impossible, qu'il est impossible pour l'Europe d'accueillir une partie des réfugiés qui frappent à sa porte. Et donc, la question qui se pose à nous, c'est sommes-nous capables de faire finalement ce que le pape François recommandait quand il est venu au Parlement en novembre 2014, c'est-à-dire, d'une part, agir sur les causes des migrations et d'autre part, accueillir décemment celles et ceux qui frappent à notre porte. Agir sur les causes, ça suppose évidemment un changement assez radical dans les politiques externes de l'Union européenne. Si vous passez votre temps à vous réjouir d'avoir vendu pour 1, 5, 10 milliards d'armes, anciennement à Kadhafi, au maréchal al-Sisi en Égypte ou au roi d'Arabie saoudite, ne vous étonnez pas qu'à un moment, ces armes se retrouvent aux mains de groupes qui ne nous veulent pas du bien et qui ne veulent pas surtout du bien aux gens qui vivent dans les sociétés où ils sont. Je veux dire, nous avons largement fourni les armes qui aujourd'hui arment l'État islamique, qui est et une diversité de groupes armés qui sont partie prenante dans les différentes guerres civiles qui agitent le monde arabe. Et donc, première chose, est-ce qu'on est prêt à revoir nos alliances? Autrement dit, on critique beaucoup l'État islamique. Il y a un État islamique qui existe, qui décapite, qui coupe des mains, qui traite les femmes en sous-humains. Cet État islamique s'appelle le Royaume d'Arabie saoudite. Et ça, c'est notre meilleur ami. Mais on dit être opposé à l'État islamique, il faut savoir ce qu'on veut. Mais lorsque des navires-usines européens vident littéralement la mer au large des côtes du Sénégal, est-ce qu'il faut s'étonner que des jeunes Sénégalais qui vivent de la pêche se disent « bon, tout le monde ne peut pas aller vendre des cartes SIM sur les marchés de Dakar, et donc on va tenter notre chance et on va essayer de rejoindre le territoire de l'Union européenne, en l'occurrence les îles Canaries ou ailleurs, pour trouver une vie meilleure. » Donc par nos politiques, notamment commerciales, notamment géopolitiques, eh bien, nous participons à ce qui cause les migrations. Alors c'est clair que si l'Europe du jour au lendemain devait changer d'attitude, c'est clair que les causes des conflits, les causes de l'oppression ne disparaîtraient pas comme par enchantement. Donc de toute façon, le phénomène migratoire est un phénomène qui est là pour durer, et donc les Européens doivent se poser la question de qu'est-ce qu'on fait alors par rapport à ceux qui de toute façon dans les années qui viennent vont continuer à frapper à nos portes. Autrement dit, l'étiquette écologiste que l'on met sur votre parti, sur les députés, est-ce qu'elle n'est pas un peu étroite? Parce que si je vous suis bien, le grand public a tendance à dire oui, l'écologie, c'est la protection de la nature, des oiseaux, des espèces, etc. Est-ce qu'il n'est pas aussi question d'une forme d'écologie humaine? Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. De mon point de vue, ce que le pape François a écrit dans Laudato Si, c'est très largement mon programme politique. Dans le sens où ce qui est premier, c'est la dignité de l'être humain. Et c'est vrai que écolo comme nom de parti semble réducteur dans le sens où on dirait que la seule dimension qui nous motive, c'est la défense de notre cadre de vie, de la planète comme cadre de vie. Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai qu'au moment de l'émergence de l'écologie politique dans les années, fin des années 60, début des années 70, et puis sa transformation en parti politique au début des années 80, c'est clair que l'élément nouveau, c'était l'affirmation de la contrainte du respect de nos écosystèmes pour assurer la pérennité de l'humanité sur cette planète. Ça, c'était l'élément neuf. Pas seulement notre écosystème belge. Non, les écosystèmes planétaires. Et donc, de toujours d'ailleurs, les écologistes ont été des mondialistes.
C'est-à-dire que nous connaissons bien, nous savons très bien que l'humanité, de toute façon, elle a partie liée, tous les êtres humains ont partie liée, parce qu'on est tous sur le même vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre, et il n'y en a pas d'autre à portée de main. Donc ça, ce sont les limites physiques que nous devons respecter, biophysiques, que nous devons respecter si nous voulons pouvoir continuer à vivre. Des extinctions de formes de vie, il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. On pense souvent à l'extinction des dinosaures. Les sociétés humaines sont évidemment les sociétés les plus avancées, ce sont les organismes les plus avancés sur le plan de leur développement, mais elles sont devenues extrêmement fragiles. Autrement dit, la plage de conditions biophysiques qui permettent la pérennité de l'humanité sur cette planète est extrêmement étroite, et en plus de ça, vu la complexification de nos sociétés, on a fait le choix de la fragilité, dans le sens où vous devez toujours arbitrer entre résilience et efficacité. Et plus vous poussez l'efficacité, plus votre système est fragile. Or, on est dans une société où l'efficacité est érigée. L'efficacité, en fait, la maximisation du profit à court terme. Et donc, pour ça, il faut être le plus efficace dans l'extraction des ressources naturelles et humaines, dans l'exploitation des ressources naturelles et humaines, mais ça rend votre système extrêmement fragile, et donc un rien peut l'effondrer. Et donc cette planète pourrait parfaitement continuer sans nous, et même pourrait continuer avec des organismes vivants. Il y a des organismes vivants qui résistent à des conditions de vie qui sont absolument intolérables pour l'humanité. Mais donc c'est vrai que l'écologie politique est née de l'affirmation de cette contrainte-là. Mais si on regarde réellement les racines de l'écologie politique, qui a formé l'écologie politique? Ce sont les mouvements féministes, ce sont les mouvements environnementalistes, ce sont les mouvements tiers-mondistes, ce sont les mouvements pacifistes. C'est en fait la conjonction de tous ces mouvements-là qui a porté sur les fonds baptismaux l'écologie politique dans les années 70 et 80. Il ne faut jamais l'oublier. Alors c'est vrai, on me dit souvent, oui, il faudrait que les Verts changent leur nom, il faudrait qu'Écolo en particulier change son nom, parce que déjà, Vert, c'est déjà autre chose, même si Vert est associé évidemment à la nature, mais on peut imaginer que ça couvre un spectre plus large de préoccupations, mais c'est clair qu'Écolo, dans son nom, dit écologie évidemment, et donc parle plutôt de l'écosystème, plutôt que des gens qui l'habitent. Mais en tout cas, c'est très clair que le projet qui nous habite est un projet en fait qui a de nouveau pour boussole la dignité humaine. Des humains aujourd'hui et des humains à venir. Merci. Alors, je pense qu'il ne nous reste plus qu'à changer nos représentations mentales et à se dire qu'entre les petits oiseaux, le vélo en ville et d'autres préoccupations tout à fait légitimes, eh bien, l'écologie, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, de beaucoup plus important et peut-être qui nous concerne aussi vraiment tous et toutes et chacun. Merci, Philippe Lambert. À très bientôt. N'oubliez pas de revenir sur notre Web TV. Au revoir.